Bienvenue à tous. Une situation peu rassurante. C'est en ces termes que le président sénégalais Macky Sall a décrit la situation hydrique en Afrique en ouvrant le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Ce rendez-vous tournant qui se tient tous les 3 ans est l'occasion pour les décideurs, experts des questions de l'eau et activistes de faire le point sur l'accès aux liquides précieux, de plus en plus rares pour une bonne partie de la population. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, n'ont pas d'eau potable au quotidien. Une situation qui pourrait empirer dans les années à venir du fait du changement climatique, de l'urbanisation galopante et d'un manque d'investissement qui a du mal à suivre la courbe de la croissance démographique, notamment dans les pays à faible revenu. Comment inverser la tendance et déjouer les prévisions alarmistes? Réponse avec nos invités. Le 22 mars, c'était la 29e journée mondiale de l'eau. Cette année, l'accent était mis sur les eaux souterraines qui constituent une provision d'eau potable inestimable pour l'humanité. Michel Quinn fait le point et c'est un récit de Mamadou Mfa. Sous le sol, se déplaçant lentement à travers les roches et à l'intérieur des aquifères, les eaux souterraines coexistent tranquillement avec nous. Elles représentent la principale source d'eau potable pour la moitié de l'humanité et une source d'eau pour l'irrigation des cultures. Mais ces eaux sont menacées. Le thème de la Journée mondiale de l'eau cette année portait justement sur les eaux souterraines, leur importance et les menaces auxquelles elles sont confrontées. Les eaux souterraines sont un élément vraiment fascinant, mais peu débattu du cycle hydrologique. Lorsque la pluie ou la neige entre dans le sol, elle est souvent propre et stockée sous la terre. Les eaux souterraines peuvent être une source d'eau de secours pendant les périodes de sécheresse, lorsque les lacs et les rivières s'assèchent. Les eaux souterraines sont en quelque sorte le tampon pour de nombreux points d'irrigation dans le monde, pour remplacer l'eau de surface perdue pendant les sécheresses. Les défenseurs de l'environnement craignent que les plus grandes réserves d'eau souterraine du monde s'épuisent plus rapidement qu'elles ne se reconstituent, ce qui peut être source de problèmes. Le sol commence à s'épuiser ou à s'affaisser et ne peut plus se remplir d'eau. Cette capacité de stockage d'eau est ainsi perdue. Les eaux souterraines sont également menacées par la pollution et la mauvaise gestion. Dans de nombreux cas, la contamination que nous voyons dans les eaux souterraines résulte des choses qui se sont produites il y a des décennies. Pour les défenseurs de l'environnement, les gens devraient s'interroger sur la source de leur eau et pousser leurs élus à inclure la gestion de l'eau dans l'élaboration des futures politiques de croissance. Nous devons nous assurer que nous examinons l'ensemble du système et pas seulement un élément. Alors que la population mondiale devrait continuer de croître, les experts affirment qu'une meilleure compréhension et une meilleure gestion des eaux souterraines de la planète seront essentielles pour notre survie. Voilà, merci beaucoup Mamadou Mfa. À présent, nos invités pour le débat, tous en ligne de Dakar. Nous aurons tout de suite au téléphone Abdoulaye Sène, qui est le secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Toujours au téléphone dans la capitale sénégalaise, Mariam Dem, directrice des projets spéciaux à WaterAid. Et sur Skype, nous avons Bram Williams, qui est responsable du service eau, hygiène et assainissement à Action contre la faim. Alors, je vais démarrer avec vous, Mariam. L'UNESCO qui avertit dans un rapport que les ressources en eau souterraine passent trop souvent inaperçues
ou encore ignoré et que les réserves mondiales sont souvent mal gérées ou sous-évaluées, exposées à des risques de pollution. Cela veut-il dire que nous avons assez de ressources pour faire face au manque d'eau, mais qu'elles ne sont juste pas suffisamment exploitées? Bonjour Abdourahmane, et je salue aussi les autres membres de ce panel, mon frère Sen et le collègue de Action contre la faim. Merci pour votre question si pertinente. Tout à fait, je crois qu'il y a les rapports aussi bien de l'UNESCO que le rapport que WaterAid aussi a eu à faire avec l'Institut de géologie de la Grande-Bretagne montre que c'est un mythe que de penser qu'il n'y a pas suffisamment de ressources en eau souterraine pour le continent. Il y en a suffisamment. Cependant, il faut rendre ces ressources disponibles, accessibles pour l'eau potable, pour aussi l'irrigation, etc. Donc, il faut investir plus dans la connaissance de ces ressources et il faut aussi investir plus dans la mise à disposition et l'accessibilité de ces ressources. Et c'est à ça que vraiment nous appelons les gouvernements, les institutions multilatérales et le secteur privé, parce que il y va vraiment de la réalisation des engagements qui ont été pris, notamment l'accès à l'objectif de développement durable et assainissement. D'accord. Alors, Bram, avec la raréfaction de l'eau, est-ce qu'on doit craindre une sorte de, je vais le mettre en ces termes, de compétition entre zones urbaines et zones rurales, ces dernières n'ayant pas vraiment ce pouvoir de lobbying, si on peut le dire ainsi, que les grandes villes ont? Merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais dire qu'en termes de raréfaction de l'eau, c'est une question qui concerne tant le milieu urbain que le milieu rural. Et ça se voit exacerbé, notamment à travers le changement climatique. Donc on voit très clairement une intensité de pluie en saison de pluie et une intensité de saison sèche qui s'alternent. On voit plus de ruissellement et donc des pertes d'eau. De façon globale, et donc de l'érosion des terres, et donc moins d'infiltration des eaux dans les aquifères. Donc le changement climatique a énormément d'effets sur la capacité des aquifères à alimenter les villes et le milieu rural en termes d'eau potable. Maintenant, surtout en situation de crise et des situations fragiles, c'est 8 sur 10 ménages qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, ils habitent au milieu rural. Donc il y a un déséquilibre total, si vous voulez, entre le milieu rural et le milieu urbain. Le cas d'Ouganda, si je peux juste citer un exemple, il y a 80% d'accès à l'eau potable en milieu urbain contre 45% d'accès en milieu rural, tout simplement. Enfin, un dernier point, en milieu urbain, il y a aussi énormément d'inégalités. On peut avoir une ville où des grandes franges de population n'ont aucun accès à l'eau potable. Et ça, c'est évidemment aussi un grand souci à relever. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra revenir sur ce qu'on peut faire. Alors, on a pu avoir Abdoulaye Sen, le secrétaire exécutif de ce Forum mondial de l'eau, au téléphone. Alors, Monsieur Sen, avec une population africaine qui non seulement va doubler d'ici 30 ans, selon les projections, mais qui s'urbanise de plus en plus, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Le discours du président Sall à l'ouverture était assez alarmiste, n'est-ce pas? Il était alarmiste, peut-être pas autant. En tout cas, il interpelle le discours du président de la République sur l'urgence à replacer l'eau au cœur des priorités. Parce que, comme vous l'avez indiqué, l'eau reste une ressource indispensable pour la vie, pour le développement. Et nous savons tous, comme vous l'avez indiqué, que nous nous acheminons vers une augmentation très importante des besoins en eau, pour d'abord la consommation domestique, mais aussi pour les besoins agricoles et également pour les autres besoins économiques. Et si vous prenez en compte aujourd'hui que les ressources sont limitées, qu'elles
sont aussi fragiles face au changement climatique. Et en plus de cela, il y a des problématiques de pollution qui viennent mettre davantage de contraintes. Il y a de quoi effectivement interpeller non seulement l'Afrique, mais le monde entier sur l'urgence à prendre des mesures, des initiatives et des actions pour accélérer d'abord l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, mais également rendre l'eau productive disponible pour que les populations rurales africaines notamment puissent véritablement dérouler une agriculture sécurisée face au changement climatique et à d'autres phénomènes que j'ai évoqués. Est-ce qu'il est possible d'évaluer justement les besoins en financement aujourd'hui pour satisfaire les besoins d'une population grandissante, alors que déjà plusieurs villes africaines sont confrontées à des problèmes d'alimentation en eau? Oui, alors, vous savez, l'ordre de grandeur est de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. C'est des financements extrêmement importants pour faire en sorte que nous puissions réaliser les infrastructures qui sont nécessaires en termes d'infrastructures d'adduction d'eau, en termes d'infrastructures de barrages, en termes d'infrastructures de transfert d'eau, etc., de potabilisation, mais pour également assurer le renouvellement des installations et assurer leur exploitation. Donc en fait, quand on parle de financement, il faut intégrer l'ensemble de ces compositions. C'est des montants importants, et si vous regardez les montants qui sont disponibles, vous êtes à peine au 5e, voire même dans certaines zones au 10e. Cela veut dire simplement que si on analyse aujourd'hui le niveau des investissements, nous risquons en 2030 d'être en situation d'accès à l'eau moins bonne que celle que nous avions en 2015, au moment où la communauté mondiale avait décidé d'assurer en 2030 l'accès universel à l'eau. D'accord. Alors, oui. Qui doit nous interpeller tous. Absolument. Alors, Mariam Deme, justement, c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt le manque d'infrastructures et de distribution d'eau, mais il y a aussi la question du gaspillage, surtout en zone urbaine, et l'eau non récupérée. Comment résoudre ces problèmes? Merci beaucoup, Abdourahmane, pour la question. En fait, je pense qu'il y a aussi bien de la responsabilité des gouvernements et des sociétés d'eau que de la responsabilité des citoyens à travers une éducation par rapport à la ramification de la ressource en termes de disponibilité, mais aussi en termes de postes qui impactent aussi bien ces citoyens que aussi au niveau de l'économie nationale. Et je crois qu'il ne faut pas aussi qu'on pense que, en fait, ce gaspillage-là, il n'est pas toujours du fait des communautés ou des citoyens. Il est aussi du fait un peu de comment les grandes industries ou comment, effectivement, les populations les plus nanties aussi sont en train d'utiliser les ressources en eau. Parce que, bon, il y a un mode de vie qui est. Donc, je crois que et cela réfère à la gouvernance de l'eau, et les gouvernements ont la responsabilité d'assurer qu'il y a vraiment une bonne gouvernance de l'eau en termes d'abord, non seulement de la connaissance des ressources qui sont disponibles, de leur accessibilité, mais aussi des usages qui sont faits de ces ressources-là. Pour que, effectivement, l'accès à l'eau potable pour l'usage domestique, l'accès à l'eau potable dans les centres de santé, dans les écoles, l'accès à l'eau potable, à l'eau pour pouvoir avoir des activités économiques soit garanti pour les populations, notamment les plus démunies. Et tantôt, on parlait du milieu urbain, et je crois qu'on a montré qu'il y a des inégalités même par rapport à cet accès, mais aussi par rapport à la qualité et au coût de l'eau concernant ces populations, parce que selon qu'on est dans la banlieue ou qu'on est là, il y a une très grande différence. Donc je pense que oui, il ne faut pas gaspiller, mais c'est de la responsabilité de l'État d'assurer que dans la gouvernance mise en place, que ces aspects-là sont abordés et que ceux qui gaspillent le plus ne sont pas les communautés. Alors, Bram, on parle cette année, on parle beaucoup de ces eaux souterraines. Est-ce qu'il est plus coûteux, plus difficile d'exploiter ces eaux souterraines, sachant qu'elles peuvent aussi contribuer à l'irrigation, donc à
à l'agriculture et à l'alimentation des populations. Merci. Est-ce qu'il est plus difficile d'exploiter? Pas forcément, mais je veux d'abord dire que ce qu'il faut absolument faire par rapport à ces eaux souterraines, c'est d'avoir une caractérisation. Les eaux souterraines sont une boîte noire aujourd'hui, surtout en Afrique. On n'a aucune idée, ou une idée très vague et très superficielle sur la vraie capacité de ces eaux souterraines. Or, du moment, si on ne sait pas cette capacité de ces eaux, on ne sait pas non plus combien on peut en extraire pour l'agriculture. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 70% des eaux fraîches sont dédiées à l'agriculture et à l'irrigation pour l'agriculture. Donc c'est un énorme secteur de consommation. Donc il faut d'abord cartographier, et il est fort temps que les gouvernements partout dans le monde, et spécifiquement en Afrique, commence à mettre de l'argent, commence à avoir un cadre légal et commence à regarder quel est le niveau de ces eaux souterraines. Et ça, il allait fallu faire probablement il y a 10 ans. Mais il n'y a jamais trop tard pour commencer. Mais maintenant, il est temps de commencer. Il y a dans le Sahel, investir beaucoup dans la recherche, si je comprends bien. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « Les pays avec beaucoup de sources d'eau comme la RDC doivent accepter de partager l'eau avec ceux du bassin du lac Tchad, victimes de la sécheresse. Aussi, les États qui ont beaucoup d'autres défis à relever doivent autoriser la privatisation du secteur de l'eau. » Yao Marcelin Kofi à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous écrit, dit « L'eau qui est source de vie est malheureusement source de mort en Afrique car elle est de mauvaise qualité. Nos gouvernants devraient prendre à bras le corps la question de l'eau pour étancher la soif des populations africaines pour qui l'eau potable est une denrée rare. » Et puis Aladoum Ruben au Tchad nous dit que comme l'électricité, l'accès à l'eau est un sérieux problème au Tchad. Même les populations qui habitent les grandes villes n'arrivent pas à avoir l'eau de la STE en permanence. Pour résoudre le problème, à défaut de construire les châteaux partout, que le gouvernement fasse de son mieux pour réaliser des forages dans les villages. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Au Tchad, l'eau potable est une denrée rare. Il est toujours difficile pour le Tchadien moyen d'avoir accès à l'eau potable malgré les efforts fournis ces dernières années par le gouvernement. Avis mitigé de quelques citoyens dans les rues de N'Djamena rencontrés par notre correspondant André Kolmajingar. Vous avez célébré la journée mondiale de l'eau, je suis d'accord avec vous, mais de quelle eau vous parlez exactement? Parce que maintenant, le mois passé, je revenais de Mayo-Kébi, mais on boit encore de l'eau du puits. Et quand on fait sortir l'eau du puits, c'est rouge. C'est rouge. Donc il y a même des insectes là. Je sais qu'au Tchad, parler de l'eau potable ou bien je mets de l'eau là, ça c'est des chantages quoi. Il y a les institutions qui s'occupent de l'eau, mais ces institutions là n'existent que de nom. Qui dit l'eau potable, c'est d'abord la qualité, c'est d'abord la propriété. Parce que
plus de 70% de la population tchadienne n'arrive pas à consommer de l'eau potable. Et même l'eau que vous voyez, ce n'est pas potable. Est-ce qu'on connaît à peu près la qualité? C'est ça aussi. La population tchadienne a accès à l'eau potable par rapport aux années précédentes, vu l'effort que le gouvernement tchadien a eu à faire. Mais l'on ne peut pas se dire qu'elle a totalement accès à l'eau potable parce que dans les quartiers, certains quartiers reculés de la ville, voire même certaines provinces du Tchad, la population tchadienne a vraiment des difficultés d'accès à l'eau potable. Ceux qui ont des forages à motricité humaine, comme on le dit, l'eau, il y a l'eau, mais l'eau n'est pas de bonne qualité. La chlore est un peu rouge et ça a un peu de saleté qu'il y a. Donc, du coup, quand tu bois, tu as même automatiquement mal au ventre. Mais ici, en N'Djamena, je vois que la Société tchadienne des eaux ne fait pas cette opération de nettoyage des pompes ou des tuyaux, des drainages d'eau et tout ça. L'eau, c'est la vie. Mais ici au Tchad, c'est plutôt la souffrance. On a carence de l'eau. Ceux qui boivent de l'eau pure, claire, c'est ceux qui ont des moyens. Mais disons, la plupart des habitants qui sont dans les quartiers périphériques, c'est de l'eau qu'ils boivent. Ça, c'est l'eau de mare, c'est pas l'eau. Donc je dirais que ici au Tchad, on ne boit pas de l'eau pure en tant que telle, mais c'est l'eau de mare que nous consommons, nous les Tchadiens. Voilà, merci beaucoup André Kodmajingar. Alors je rappelle nos invités pour ce Washington Forum, tous à Dakar. Ibrahim Hassen, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. À Dakar, toujours, Mariam Dem, directrice des projets spéciaux à WaterAid, et Bram Riems, responsable du service eau, hygiène et assainissement à Action contre la faim. Alors, M. Sen, des engagements seront certainement pris à l'issue de ce forum de Dakar, mais qu'attendez-vous de cette rencontre, surtout à 1 an de la conférence des Nations Unies sur l'eau? Oui, des engagements très importants ont déjà commencé à être pris. Dans le cadre de ce forum, nous avons entendu à l'occasion des différentes rencontres, des sessions et panels de haut niveau, des annonces particulièrement prometteuses de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'UNESCO, mais aussi à travers le panel des CEO que nous avons organisé. Nous avons enregistré des engagements extrêmement importants. Je voudrais peut-être dire que globalement, notre ambition à travers ce forum de Dakar, c'est de remettre l'eau au cœur des priorités, de faire en sorte que dans un continent comme celui de l'Afrique, où les problèmes d'accès à l'eau sont des contraintes extrêmement importantes pour le bien-être, pour également la sécurité des populations, que nous puissions avoir des engagements importants pour accélérer l'action en vue de l'accès universel à l'eau. Ça, c'est une de nos premières priorités. L'autre priorité, c'est également de faire prendre des mesures pour assurer la sécurité des ressources face au changement climatique, face à la pollution liée notamment à l'exploitation minière, face également aux autres menaces qui aujourd'hui laissent apparaître des risques importants sur les ressources en eau. L'autre priorité, c'est de faire aussi en sorte que Dakar soit l'occasion d'affirmer et de construire surtout des synergies et des initiatives pour que l'eau soit davantage un connecteur, un facteur de paix plutôt qu'un facteur conflictuel. Ensuite, c'est important pour nous, c'est de faire en sorte que l'eau puisse bénéficier de toutes les attentions afin d'offrir un levier pour la création d'emplois au profit des jeunes, pour l'amélioration de l'attractivité du monde rural et pour lutter contre l'exode rural et contre l'immigration. Ce sont des ambitions importantes qui devront être soutenues par des financements importants, par la science, les connaissances et aussi par la gouvernance, une gouvernance qui soit participative et inclusive. D'accord. Alors, Mariam Dem, l'ONU n'avait pas organisé une conférence sur l'eau depuis 1977. Alors, qu'attendez-vous de celle de l'année prochaine à New York? Nous attendons qu'elle soit un moment
de rupture parce que nous nous rendons compte qu'il y a urgence. Il y a urgence à mettre plus de financement. Il y a urgence à avoir une bonne gouvernance. Il y a urgence à réaliser, à avoir collecté des données fiables et à les analyser et à avoir des politiques qui répondent vraiment, qui puissent adresser les déficits qu'il y a, en termes, notamment pour les populations les plus pauvres et parmi lesquelles les populations de l'Afrique. Donc, nous attendons aussi une plus grande implication des acteurs d'aujourd'hui, que sont les jeunes. Il y a une plus grande implication des acteurs femmes, parce qu'elles sont au centre de cette question de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. Et au-delà de ça, elles sont aussi généralement celles qui subissent le plus gros poids du non-accès à ce droit le plus élémentaire. Donc, il y a aussi à aider les gouvernements, parce qu'on se rend compte qu'il faut plus de financement, mais on se rend compte que même les financements disponibles ne sont pas totalement utilisés. Parce que justement, on n'a pas de données pour avoir des programmes bien structurés. Et donc, la BAD en a parlé, et souvent aussi, beaucoup de bailleurs indiquent que ça, c'est un problème. Donc, bon, on attend dans la rupture, en fait. On attend la rupture dans les façons de faire. D'accord. Alors, voilà. Bram, est-ce que vous craignez un peu qu'avec les crises comme le conflit en Ukraine actuellement ou la pandémie de Covid-19, que ces crises-là nous détournent un peu l'attention des décideurs des questions de l'eau dans les pays en développement? Et autrement dit, comment est-ce qu'il faut garder l'attention sur ce problème d'accès à l'eau avec tout ce qui se passe? Merci. J'espère que l'attention ne sera pas détournée à l'Ukraine et au Covid-19 ou à autre chose, parce qu'essentiellement, le conflit en Ukraine, il est au fond aussi une crise de l'eau. Et le Covid-19, je vous rappelle, est aussi essentiellement une crise d'hygiène. Or, beaucoup de populations, par exemple en Afrique, ils veulent se laver les mains, mais ils ne peuvent pas, parce que d'abord, ils n'ont pas accès à l'eau potable, et encore moins à l'accès à l'eau pour pouvoir se laver les mains. Donc, ce sont essentiellement des conflits wash, on peut dire. Donc, on espère que d'ici aussi la conférence l'année prochaine, 2023 des Nations Unies que vous avez mentionné, on aura plus d'attention sur notre secteur. On va continuer en tant qu'acteur dans le secteur, dans le domaine humanitaire, à mettre l'eau et la crise de l'eau sur l'agenda des décideurs. Et on espère aussi, enfin, que la conférence l'année prochaine va prendre des décisions concrètes, mesurables, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. D'accord, on n'a pas beaucoup de temps, mais Mariam, l'Afrique et les zones de conflit, par exemple, comme au Sahel, ça rend encore plus compliqué la question de l'accès à l'eau, n'est-ce pas? Tout à fait. Et votre question est aussi très pertinente. Au niveau de Ouattara, en fait, on regarde l'aspect quand ces conflits-là déplacent des populations qui viennent trouver s'installer dans des zones où déjà il y a un déficit par rapport à l'accès à l'eau potable. Il y a un déficit pour avoir l'eau pour des activités économiques, etc. C'est comment faire en sorte que le déficit ne s'agrandit pas et qu'on puisse vraiment mobiliser le gouvernement et appuyer le gouvernement et les autres acteurs à faire face à cette demande accrue. Mais moi, je crois que de plus en plus, on voit que... J'imagine que c'est un sujet pour un autre jour, un sujet très vaste. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce Washington